Je vais vous parler du De Rerum Natura de Lucrèce, Titus Lucretius Carus. Titus, c'est le praenomen, Lucretius, c'est le nomen, et Carus, c'est le cognomen. Prénom, nom, surnom. Carus, donc, qui signifie cher, comme quand on dit cher ami, par exemple. Lucrèce devait donc être un être très chaleureux pour avoir un tel surnom. Pour l'époque, c'est le 1er siècle avant notre ère, la première partie du 1er siècle avant notre ère, c'est-à-dire la période classique. La période classique, ce sont les 2 siècles qui chevauchent notre ère. De moins 100 à plus 100, grosso modo. Donc il écrit un grand poème latin, un poème didactique, qui s'intitule le De Rerum Natura, littéralement de la nature des choses. C'est un poème écrit en vers, en hexamètre dactylique. En principe, dans les textes latins, on n'écrit que la première lettre du prénom suivie d'un point. Donc pour Titus, on écrira T. point. L'auteur d'un livre est écrit au génitif, donc ici il faut mettre Titus au génitif, donc il faut lire Titi Lucreti Cari, de Titus Lucretius Carus, suivi du titre du livre, ici De Rerum Natura, de la nature des choses, ou de la nature. La poésie latine n'est pas basée sur les rimes, qui n'existaient pas encore, mais sur la longueur des syllabes. Et dans les hexamètres dactyliques, il y a 3 types de mètres. Le spondé, qui est constitué de 2 longues, le dactyle, qui est constitué d'une longue et de 2 brèves, et le trochet pour la fin du vers, qui est constitué d'une longue et d'une brève. Pour la fin du vers, parce que la dernière syllabe est libre. Elle peut être longue ou brève, donc si elle est longue, ça sera un spondé, et si elle est brève, ça sera un trochet. Donc il n'y a que 3 types de mètres dans l'hexamètre dactylique, les spondés, les dactyles et les trochets. Si vous vous souvenez du 2e mouvement de la 7e symphonie de Beethoven, eh bien la rythmique de ce 2e mouvement est basée sur une série de dactyles et de spondés. Je reviens sur le titre De Rerum Natura. Natura vient du verbe nascor, qui veut dire naître. Et le participe passé de nascor, c'est natus, qui veut dire né, d'où le prénom René, renatus, qui veut dire né une 2e fois, né à nouveau. Et le participe futur qu'on construit à partir de natus, c'est naturus, natura, naturum, qui veut dire destiné à naître, destiné à exister, qui va exister dans le futur, à l'origine. Donc natura, on peut penser que c'est un neutre pluriel qui signifie à l'origine les choses qui vont naître, les choses qui vont exister. Les choses qui vont naître, qui vont exister un certain temps, et qui vont mourir. Rerum dans la réalité. Ré, c'est la réalité, le ré de rerum, c'est le même que le ré de réalité, c'est le même que ré de ré public, res, la chose publique. Donc à partir des choses qui vont naître dans la réalité, les choses au neutre, natura, toutes les choses au neutre qui vont naître dans la réalité, on invente un mot féminin. Il y a un lien entre le féminin singulier et le neutre pluriel en latin. La sonorité A indique l'un ou l'autre, ossa, la rose, templa, les temples. Donc à partir de toutes les choses qui vont naître dans la réalité, on crée un féminin, et on peut aussi supprimer le futur n'est pas utile dans cette acception. On pense aux choses qui naissent, qui vivent, qui existent, et qui meurent, rerum, dans la réalité. En grec, natura se dit phusis, phi, upsilon accent aigu, sigma, iota, sigma final, phusis, qui donne en français le mot physique. En pensant tous ces éléments simultanément, on peut traduire le De Rerum Natura par traité de physique. En fait, c'est un traité de physique. Seulement, évidemment, par cette traduction, on s'éloigne énormément du titre, mais c'est beaucoup plus clair. Le De Rerum Natura est un traité de physique. Il parle des choses qui existent dans la réalité. Le De Rerum Natura est un résumé de la philosophie d'Épicure, Épicouros en grec, qui vécut de moins 342 ou moins 341 à moins 270. Il existe 2 grands courants de pensée dans l'Antiquité, qui sont l'épicurisme et le stoïcisme. Ils ont été créés à peu près au même moment. L'épicurisme en moins 306 et le stoïcisme en moins 301. Le stoïcisme a été créé par Zénon de Citium, qui vécut aux environs de moins 335 à moins 264. C'est tout à fait approximatif comme date. L'épicurisme a été appelé philosophie du jardin,
parce qu'Épicure a acheté un jardin aux environs d'Athènes en moins 306, et c'est dans ce jardin qu'il donnait ses cours, et le stoïcisme a été appelé philosophie du portique, parce que les adeptes de Zénon de Kitium se réunissaient sous un portique de l'agora à Athènes. Donc on oppose souvent la philosophie du jardin à la philosophie du portique. Portique se dit stoa en grec, d'où le nom stoïcisme, sigma, tau, omicron, alpha accent aigu. La vie de Lucrèce nous est à peu près inconnue. C'est peut-être Cicéron qui a édité le poème. Il serait né aux alentours de 95 avant notre ère. Il aurait vécu 44 ans. Donc il serait mort en moins 51. Ce sont des dates très incertaines, mais enfin, grosso modo, ça tourne autour de moins 95, moins 51. La légende veut qu'il aurait été fou, qu'il se serait suicidé, qu'il aurait sombré dans la folie, in furorem versus, et qu'il aurait écrit son De Rerum Natura, per intervalla insaniae. C'est-à-dire dans les intervalles de sa folie, les intervalles de lucidité que lui aurait accordé sa folie. Mais c'est une œuvre trop finie pour penser qu'elle aurait pu être conçue per intervalla insaniae. Et si ça avait été le cas, on pense que les pères de l'Église en auraient parlé. Parce que ça aurait été pour eux des morceaux de bravoure, un morceau d'anthologie, n'est-ce pas, que de rappeler sans cesse la folie de Lucrèce, son suicide, etc. Or, on n'a rien. Ni Lactance, ni Arnob, ni Tertullien n'en parlent. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de certitude dans ce domaine. Donc on peut penser que Lucrèce était enthousiaste, qu'il était passionné. On peut penser aussi, presque de façon certaine, qu'il était noble, à cause des trianomina. Titus, Lucretius, Carus, les trianomina, les trois noms, le praenomen, le nomen et le cognomen, qui sont un signe de noblesse. Le titre et le sujet sont empruntés au grec. Empédocle, au 5e siècle avant notre ère, avait déjà écrit un Périphousséos, en hexamètre, Périphousséos sur la nature. Il nous reste quelques fragments de ses écrits. Épicure a beaucoup écrit aussi, on lui attribue 300 livres, dont 37 sur la nature, Périphousséos. Mais il ne reste presque plus rien de tout cela. Il nous reste 3 lettres, un testament, 40 maximes et 81 sentences, c'est-à-dire très peu par rapport à cette œuvre gigantesque. Le De Rerum Natura de Lucrèce se compose de 6 livres, soit plus de 7000 vers en tout. Il va de l'infiniment petit à l'infiniment grand, 2 livres sur l'infiniment petit, les atomes, 2 livres sur l'homme, l'être humain, et 2 livres sur l'univers. Il est dédié à un certain Memmius, Memmiadae nostro, dit-il, à notre cher Memmius. Le début du De Rerum Natura est une invocation à Vénus, Alma Venus, Vénus nourricière, Dea, la déesse, puisque seul vous gouvernez Rerum Naturam, la nature. C'est votre aide que je sollicite dans ces vers que je me propose d'écrire, De Rerum Natura, sur la nature. Donc le titre du poème se trouve écrit au vers 25 en toutes lettres. À partir du vers 62, Lucrèce va dénoncer les religions. Il lui faut dénoncer toutes les superstitions avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la matière, les atomes. C'est ce passage que je voudrais expliquer. Humana. On reconnaît ici un adjectif, mais on ne peut pas encore savoir si c'est un féminin singulier ou un neutre pluriel. Il en est ainsi en latin. Les terminaisons du féminin singulier sont souvent identiques à celles du neutre pluriel. C'est comme ça, il faut le savoir. On constate ce fait d'ailleurs au tout début du poème, avec le relatif quae au début du 3e vers. L'antécédent de ce quae peut être signa, auquel cas quae serait un neutre pluriel, soit nominatif soit accusatif, signa quae, les signes que ou les signes qui, et ça peut être aussi Vénus, Vénus quae, Vénus qui, auquel cas quae serait nominatif. C'est la suite qui nous dira que ce quae a pour antécédent Vénus, quand on aura le verbe. Donc pour l'instant, humana ne peut pas savoir. Donc on passe. Anteokulos, devant les yeux. On peut sous-entendre ici Epicuri, devant les yeux d'Épicure, aux yeux d'Épicure, puisque c'est un dithyrambe à Épicure. On peut sous-entendre aussi omnium, aux yeux de tous. Et si l'on veut s'éloigner de l'original latin, on trouve une autre expression, par exemple, à l'évidence. Quelque chose qui est devant les yeux, c'est quelque chose d'évident. Donc le début de ce vers, c'est quelque chose d'humain, c'est pas encore quoi, à l'évidence. Qu'il faut d'ailleurs prononcer human antokulos. La finale d'humana était l'idée devant une voyelle,
ainsi que le final dante, human antokoulos. On voit là la scansion du vers. La dante est long parce qu'il y a deux consonnes qui suivent, ainsi que l'U de cum, qui est suivi d'un M et d'un U consonne. Dans les livres scolaires, on écrit ce U consonne V. Et l'I de Yakeret s'écrit J, c'est ce qu'on appelle les lettres ramistes, qui ont été ajoutées par la suite pour faciliter la lecture, par un certain Pierre de la Ramée, Petrus Ramus, au XVIe siècle. Le OE de Phoédé est long parce que les diphtongues sont longues, et c'est ainsi que petit à petit, on arrive à découvrir la scansion du vers. Human, un spondé, Antoku, dactyle, Los Phoé, spondé, Decum, spondé, Witaya, dactyle, Keret, trochet. Le cinquième mètre doit être un dactyle, donc ici c'est Witaya. Et vous voyez que la finale de Wita n'est pas élidée, parce que l'I initial de Yakeret n'est pas une voyelle mais une consonne. C'est un I consonne noté J dans les livres scolaires pour faciliter la lecture. Mais dans les ouvrages scientifiques, on utilise un alphabet à 23 lettres, sans les lettres ramistes. Donc, humanantokoulos, humana anteokoulos, quelque chose d'humain, à l'évidence, aux yeux de tous. Phoédé. Phoédé est un adverbe, abjectement. On obtient l'adverbe en remplaçant la terminaison ous par e. Doctus, savant. Docté, savamment. Phoedus, abject. Phoédé, abjectement. Cum vita yakeret. Alors là, on reconnaît le subjonctif imparfait yakeret, parce qu'en rajoutant un t à l'infinitif yakéré, on obtient la troisième personne du singulier du subjonctif imparfait. Abéré, abéret, léguéré, léguéret, daré, daret, essé, esset, malé, malette, ouélé, ouélette, etc. Donc, le cerveau latin connecte cum et yakeret. C'est un cum plus subjonctif imparfait, qu'on appelle cum historique, qu'on traduit en général par alors que, et parfois par en plus participe présent. Cum vita, alors que la vie, on décode vita comme sujet, et de toute façon, dans la scansion qu'on a montré tout à l'heure, on a vu un a bref, qui prouve que vita est sujet. C'est un nominatif, parce que si vita avait été à l'ablatif, la voyelle a finale de vita aurait été longue. Dans les livres scolaires d'ailleurs, on aide les élèves par un petit trait horizontal au-dessus du a, pour indiquer un ablatif. Maintenant, le cerveau latin se souvient qu'il avait mis de côté l'adjectif humana, sans savoir si c'était un féminin ou un neutre. Or, on a un mot féminin maintenant, le mot vita. Et donc on essaye de connecter vita à humana pour voir ce que ça donne. Vita humana, la vie humaine. Et ça fonctionne parfaitement. Donc dans ce premier vers, il y a deux connexions, cum plus subjonctif imparfait yakeret, et vita humana, la vie humaine. Donc humana est au nominatif comme vita humana, le sujet, et c'est pour cette raison que la finale d'humana a dû être élidée, parce qu'il ne pouvait pas être bref. Il ne peut pas y avoir une brève après un spondé. Chaque mètre de l'hexamètre dactylique commence par une longue, et ne peut pas commencer par une brève. Comme on a human qui forme un spondé, l'adjectif humana ne peut plus être nominatif. Sinon, un mètre commencerait par une brève, ce qui est impossible puisque tous les mètres de l'hexamètre dactylique commencent par une longue. Humana pourrait être à l'ablatif, avec un a long. Dans ce cas-là, l'élision est simplement possible, mais si humana est au nominatif avec un a bref, l'élision est obligatoire. Il faut que ce a bref soit élidé au profit d'une syllabe longue. Ici, la initiale dante. Donc on construit ainsi cum, alors que, anteokoulos, aux yeux de tous, vita humana, la vie humaine, yakeret, se traînait, phoédé, abjectement. Alors qu'à l'évidence la vie humaine se traînait abjectement, interis, sur terre. On traduit ce pluriel par un singulier. Lucrèce n'a pas écrit intera, parce qu'il voulait que le mot suivant commence par une voyelle sans perdre une syllabe. S'il avait écrit intera, la finale de terra aurait été élidée, et l'on aurait prononcé interopressa. Et il aurait perdu une syllabe. Donc pour éviter ce problème-là, il a mis terra au pluriel. De toute façon, il y a toujours un lien entre l'un et le multiple, il y a toujours un lien entre le singulier et le pluriel. On l'a déjà vu avec natura. Les choses qui sont susceptibles de naître dans le futur, d'exister et de mourir. Si on enlève le futur qui n'est là que pour la forme, natura signifie les choses qui naissent, qui vivent et qui meurent, et ce pluriel est englobé sous un singulier, natura, la nature. Et il y a des pluriels latins qui se traduisent par un singulier, comme le mot literae par exemple, qui signifie les lettres de l'alphabet, les caractères,
et qui finit par se traduire par une lettre, une missive. J'écris une lettre, scribo litteras. Donc, il y a toujours un lien entre le singulier et le pluriel. Ici, on a un pluriel qu'on traduit simplement par un singulier. Oppressa gravis sub religione. Donc, oppressa, nominatif, participe passé apposé à vita humana. Donc, la vita humana, elle est oppressa, écrasée. Le participe passé oppressa est équivalent à une relative, quae oppremabatur, qui était écrasée. Sub gravi religione, littéralement sous la lourde religion. En français, on traduit plutôt par un nom, et l'on dira sous le poids de la religion. Lucrèce a enclavé la préposition sub pour des raisons de métrique, lu de sub et bref, bien qu'il y ait deux consonnes après, parce qu'après un B plus une liquide, on considère que c'est facile à prononcer, et l'on tolère une brève. Si Lucrèce avait mis les mots dans l'ordre normal, sub gravi religione, lu de sub aurait été long, et il y aurait eu une impossibilité par rapport à l'hexamètre dactylique. Notez que la scansion du mot religionné a été modifiée, avec un « et » long en première syllabe. En principe, le mot religio ne peut pas rentrer dans un hexamètre dactylique, parce qu'il commence par 3 brèves. Donc Lucrèce a triché un tout petit peu ici, comme c'est le cas quand on ne peut pas faire autrement. Il a allongé la première syllabe du mot religio, comme s'il y avait 2 L après la syllabe re. On trouve d'ailleurs parfois une telle graphie pour justifier cet allongement. Donc gravi sub, c'est un dactyle. Religi, c'est un dactyle, oné, troché. Et l'on a un dactyle au 5e mètre. C'est pour ça qu'on appelle ce type de vers un hexamètre dactylique. S'il y a un spondé au 5e mètre, ce qui est extrêmement rare, on appelle ça un hexamètre spondaïque. Quae caput a caeli regionibus ostendebat. Là, j'ai lu tout un fragment jusqu'à la virgule. Sinon, vous pouvez procéder mot par mot pour comprendre. Quae, on reconnaît là un pronom relatif, et il faut trouver l'antécédent. On voit que quae peut être féminin, donc l'antécédent est probablement religionné, sous le poids de la religion qui. Donc quae est un nominatif singulier. Et en tant que nominatif, il sera sujet de la relative, et on va le constater parce que le verbe sera au singulier. S'il est sujet, le verbe sera au singulier. Caput. Donc comme quae est nominatif, caput sera probablement accusatif. C'est soit nominatif accusatif, soit accusatif nominatif, pour éviter les conflits. Il est très rare d'avoir deux nominatifs, mais c'est possible, et il est très rare d'avoir deux accusatifs, mais c'est possible. Si le verbe de la relative est un verbe d'état, on aura probablement deux nominatifs. Et si le relatif est sujet d'une proposition infinitive, il sera alors à l'accusatif, et il y aura un autre accusatif, soit attribut, soit complément du verbe. Donc on peut aussi avoir deux accusatifs, mais en général c'est sujet-objet ou objet-sujet. Donc puisque quae est probablement nominatif, caput sera probablement accusatif. A, donc distance, caeli, génitif du ciel, regionibus, donc on connecte la préposition à regionibus. Regionibus, ablatif pluriel, à regionibus, à partir des régions, caeli, du ciel. Et là on a le verbe, ostendebat. Donc on reconnaît un verbe à l'imparfait, à la troisième personne du singulier, ce qui est logique puisque le sujet pressenti n'est autre que le pronom relatif quae au singulier. Quae ostendebat, qui montrait, caput, donc caput est bien accusatif, sa tête, a caeli regionibus, du haut des régions du ciel. La religion qui montrait sa tête du haut des régions du ciel, parce qu'à l'époque on croyait que les éclairs, la foudre, la pluie, etc. étaient des manifestations de la colère divine. Donc la vie humaine, écrasée sous le poids de la religion, qui montrait sa tête du haut des régions du ciel. Horribilis super aspectum mortalibus instans. Encore une fois, je lis un fragment jusqu'à la virgule. Instans, on reconnaît un nominatif, qui est apposé au sujet sous-entendu. En réalité, il y a une relative initiée par quae sous-entendu religio, laquelle religion, mais le mot religio est sous-entendu. Donc instans est apposé au sujet sous-entendu, à savoir religio. Instans, donc, est un participe présent, menaçant, la religion menaçant quoi? Mortalibus, datif, insto plus datif menacé, donc menaçant les mortels, super d'en haut, super est ici un adverbe, horribili aspectu, de son aspect horrible. Horribili super aspectum mortalibus instans, menaçant les mortels d'en haut de son aspect horrible. Primum, pour la première fois, Graius homo, un homme grec, mortalis. Alors ici il y a une difficulté, parce qu'on risque de croire que mortalis est un singulier, et l'on risque de le connecter à Graius homo. Pourquoi mortalis ne peut-il pas être connecté à Graius homo? Eh bien tout simplement parce qu'en latin, on ne peut pas juxtaposer les adjectifs. On ne peut pas dire en latin une grande maison bleue. On est obligé de dire une maison grande et bleue. Donc si mortalis avait été connecté à Graius homo, il y aurait eu une conjonction de coordination. On aurait eu et mortalis, ou atque mortalis, ou mortalisque.
l'absence de liaison est la preuve que Mortalis n'est pas connecté à Graius Homo. On a un autre cas de ce genre au vers 7, avec Suavis Daedala. Suavis peut qualifier Tellus, au féminin, et Daedala peut qualifier aussi Tellus au féminin. Donc les deux adjectifs peuvent qualifier Tellus. Mais comme il n'y a pas de liaison, il n'y en aura qu'un des deux qui sera connecté à Tellus. Oublions Mortalis pour l'instant, et essayons d'avancer. Tolérer, donc on reconnaît un infinitif. Lever. Contra, contre. Est, on reconnaît le verbe être au présent. Oculos, on reconnaît là un accusatif pluriel. Ausus. Donc ausus, le participe passé du verbe audeo. Audeo est un verbe semi-déponent, c'est-à-dire qu'il a des formes actives au présent. Audeo, j'ose, et des formes passives au parfait, tout en gardant un sens actif. Ausus sum, j'ai osé. Donc ici, Graius Homo, le sujet, un homme grec, ausus est, osa. Ausus au masculin, parce que Graius Homo est au masculin. Si ça avait été une graia femina, on aurait eu ausa est. Donc un homme, un grec, osa. Il osa quoi? Tolérer, lever. Contra, contre. Sous-entendu illam, contre elle, sous-entendu religionem, contre la religion. Il osa lever contre elle quoi? Oculos, les yeux, ses yeux. Et vous voyez qu'il ne reste que le mot mortalis à caser. Or, comme mortalis ne peut pas être connecté à Graius à cause de l'absence de liaison, il ne reste plus qu'à connecter mortalis à oculos. Évidemment, si vous croyez que mortalis est un singulier, vous ne pouvez pas faire une telle connexion. Eh bien, la levée de cette énigme est que mortalis est un accusatif pluriel, qui qualifie oculos, mortalis oculos, ses yeux mortels, ses yeux d'homme mortel. Il en est ainsi parce qu'à l'époque classique, c'est-à-dire au 1er siècle avant notre ère, l'époque de Lucrèce, de Virgile, de Cicéron, de César, d'Horace, de tous les grands littérateurs, il y avait une hésitation pour les mots de la troisième déclinaison entre la finale is et la finale s. Et cette hésitation est la même pour les adjectifs de la deuxième classe. Alors dans les livres scolaires, pour éviter les ambiguïtés, on écrit mortales, es à la fin, mais dans les ouvrages scientifiques, on écrit la graphie, c'est-à-dire la graphie en is, accusatif pluriel. Cette hésitation est visible dès le troisième vers du De Rerum Natura. Vous lisez terras frugiferentis. Frugiferentis est un accusatif pluriel qui qualifie terras. Dans les livres scolaires, on écrit frugiferentes pour éviter les ambiguïtés et que l'étudiant n'aille pas prendre frugiferentis pour un singulier. Et pour ceux qui se souviennent de cette maxime, Timeo danaos et dona ferentes, je crains les Grecs, et ferentes, littéralement même apportant dona des cadeaux, eh bien la VO de cette maxime, la version originale latine, est Timeo danaos et dona ferentis, avec la finale is, ce qui doit nous mettre la puce à l'oreille. C'est la fin du vers 49 du livre 2e de l'Énéide de Virgile. Tout à l'heure, nous parlions de l'adjectif suavis. C'est juste un peu plus loin dans le De Rerum Natura, c'est le vers numéro 7. Nous expliquions que les deux adjectifs suavis et daedala sont juxtaposés, ce qui est la preuve qu'ils ne peuvent pas qualifier la même chose. Essayons de traduire ce passage. Tibi, pour vous, sous-entendu almae veneri, Vénus nourricière, daedala tellus, la terre industrieuse, submittit, envoie, envoie ou fait pousser, mytho signifie envoyer, avec le préverbe sub, littéralement sous, c'est-à-dire sous vos pieds, à vos pieds. La terre industrieuse fait pousser ou envoie à vos pieds, quoi? Flores. Complément d'objet direct de submittit, des fleurs. Et vous voyez qu'il ne reste que l'adjectif suavis à placer. Encore une fois, c'est un accusatif pluriel. Notez suaves dans les livres scolaires. Suavis flores, de douces fleurs. On reconnaît évidemment l'adjectif suave. Donc primum, pour la première fois. Graius Homo, un homme, un grec. Il s'agit évidemment d'Épicure, mais il n'est pas nommé. Mortalis tolere contra est oculos ausus. Osa lever contre elle ses yeux d'homme mortel. Primusque, et le premier, obsistere contra, se dresser contre elle. En réalité, Épicure n'est pas le premier à avoir critiqué la religion, et toute forme de superstition. Avant lui, il y a eu Démocrite, lui-même disciple de Leucippe, qu'on considère comme le fondateur de l'atomisme. On ne connaît que les titres de leurs livres qui n'ont pas survécu. Donc Lucrèce exagère ici en disant qu'Épicure est le premier, mais c'est un dithyrambe. Il exalte la pensée de son modèle. Quem est celui-ci. Quem est ici un relatif de liaison. Il est à l'accusatif singulier
et a pour antécédent Graius homo. Quoem sous-entendu Graium hominem, cet homme, ce grec. Nous disions tout à l'heure que les deux cas fondamentaux étaient nominatif et accusatif. Cela signifie que si on vous donne le nominatif, vous aurez après l'accusatif, et inversement. Donc ici, comme on vous donne l'accusatif, quoem, eh bien le cerveau latin attend maintenant un nominatif, c'est-à-dire un sujet. Parce que c'est le cas le plus probable. Cela dit, ce n'est pas toujours facile parce que certaines formes sont ambiguës. C'est le cas du quae au début du De Rerum Natura. Alma Venus, Vénus nourricière, caeli subter labentia signa, subter sous, signa les signes, labentia errant, caeli du ciel, sous les signes errants du ciel, quae. Ici, le cerveau latin ne peut pas savoir d'avance l'antécédent de ce quae, puisque ça peut être aussi bien signa, signa quae, que Venus, Venus quae. Toujours cette ressemblance entre le féminin singulier et le neutre pluriel. Si c'est signa quae, quae sera alors nominatif ou accusatif. Au neutre, le nominatif coïncide toujours avec l'accusatif, tant au pluriel qu'au singulier. Et si c'est Venus quae, quae sera alors féminin singulier. Mare navigerum, donc là le cerveau latin décode un neutre, ce qui fait qu'il n'est pas plus avancé puisque quae peut être aussi neutre. Mais tout ce qu'il sait, c'est que si quae est sujet, mare navigerum sera objet, et inversement, si quae est objet, mare navigerum sera sujet. Très probablement. Mais pour l'instant, on n'en sait rien. Si quae est nominatif, mare navigerum sera accusatif, et inversement. De manière qu'il n'y ait pas de conflit. Nominatif-accusatif, ou accusatif-nominatif. Quae. Donc ici, le cerveau latin décode une répétition poétique du relatif. Quae ceci, quae cela. Il est très peu probable que les deux quae renvoient à des antécédents différents. Mais maintenant, on a une indication. Terrasse. Alors là, le cerveau latin décode un accusatif. Il en déduit que le quae est nominatif, de manière à avoir nominatif, accusatif. Et comme quae est probablement nominatif, c'est le verbe qui va indiquer l'antécédent, parce que quae en tant que nominatif est sujet de la proposition relative. Si le verbe est au pluriel, ça sera signa quae, parce que signa est un pluriel, et si le verbe est au singulier, ça sera Venus quae, parce que Vénus est au singulier. Frugiferentis, donc là c'est le fameux accusatif pluriel, qui qualifie terrasse, et maintenant on a le verbe, concelebras. Et là le cerveau latin décode une deuxième personne du singulier. Donc, comme le verbe est au singulier, l'antécédent de quae est Vénus. Et donc là, le cerveau latin recolle les morceaux, alma Venus quae concelebras, Vénus nourricière qui peuplait quoi? Mare navigerum, la mer qui porte les bateaux, quae concelebras, qui peuplait, terras frugiferentis, les terres porteuses de fruits. Comme il y a deux fois quae, on distribue le verbe concelebras pour chacun d'eux. Quae concelebras, mare navigerum, quae concelebras, terras frugiferentis. Concelebras est une deuxième personne du singulier, et toute deuxième personne du singulier, que ce soit un pronom, un adjectif ou un verbe, doit se traduire soit par un tutoiement, soit par un vouvoiement. J'opte ici pour un vouvoiement parce qu'on n'a aucune raison de tutoyer Vénus. Le poète s'adresse ici directement à Vénus. Alma Venus est au vocatif. On doit n'utiliser le tutoiement que très rarement. Tout à l'heure, Lucrèce s'adressera à son lecteur. On vous voira le lecteur. Tout émette, vous-même, c'est-à-dire vous qui lisez mon poème. Tout simplement parce qu'en général, on vous voit le lecteur. Le tutoiement ne s'utilise que si l'on est certain du contexte. Il est évident que si vous avez à traduire des lettres de Cicéron à son frère, on traduira par un tutoiement, parce qu'on tutoie son frère, tout simplement. Mais dans les lettres fictives de Pline le Jeune, par exemple, à des correspondants fictifs, on renoue avec le vouvoiement par défaut. Parce que ces correspondants fictifs sont malgré tout des officiels dans le contexte, et qu'on vous voit dans une correspondance officielle. Traduire en français signifie non seulement utiliser des mots français, mais aussi placer dans un contexte moderne. Si César revient aujourd'hui, avant les combats à mort, il est évident que les gladiateurs vont vous voyer César. Parce qu'on est obligé de prendre pour hypothèse que ces gladiateurs ne connaissent pas César, et que le tutoiement n'est censé s'opérer qu'entre personnes qui se connaissent. C'est pourquoi la fameuse sentence des gladiateurs, à savoir moriturit et salutante, doit évidemment se traduire par un vouvoiement. Ceux qui vont mourir vous saluent, car on est censé vouvoyer une personne qu'on ne connaît pas personnellement. Le vouvoiement d'ailleurs n'exprime pas une politesse, comme on a parfois tendance à le croire. Ce qui est poli n'est pas intrinsèquement le vouvoiement, mais le fait d'obéir à la loi. Et la loi exige le vouvoiement par défaut. Toute loi est arbitraire,
mais n'est pas arbitraire le fait d'obéir à la loi. C'est un mode de communication par défaut, pour les individus civilisés. Donc n'utilisez le tutoiement qu'avec parcimonie dans les traductions, quand vous êtes certain du contexte. Dans tous les autres cas, utilisez le vouvoiement. Je reprends le poème où nous l'avions laissé. Quem, et celui-ci, sous-entendu graium hominem, cet homme ce grec, comme quem est à l'accusatif, le cerveau latin attend un nominatif. Neque fama. Donc le voilà, ce nominatif, c'est fama. Vous voyez que la finale de fama n'est pas élidée, puisque cette finale n'est pas suivie d'une voyelle. Donc si cet A est bref, ce sera un nominatif, et si cet A est long, ce sera un ablatif. On voit que quem neque est un dactyle, et que famade est un autre dactyle, ce qui montre que la finale de fama est bref, donc que fama est bien nominatif. Neque fama deum, deum est un génitif pluriel archaïque. Le cerveau latin comprend deorum, des dieux. Neque fama deum, ni la réputation des dieux, c'est-à-dire toutes les élucubrations qu'on est censé dire sur les dieux. Nec fulmina, donc fulmina est un autre nominatif. Fulmina est un neutre pluriel, les éclairs, la foudre. Nec militanti murmure compressit caelum. Ici je vais jusqu'à la virgule parce que la ponctuation nous aide. Le cerveau latin a compris qu'après neque il y avait un nominatif, neque fama, premier nominatif. Après nec fulmina, deuxième nominatif, il attend un troisième nominatif après nec. Nec militanti murmure compressit caelum. Donc, le cerveau latin comprend que caelum est le troisième nominatif. Nec caelum, ni le ciel. Militanti murmure, au murmure menaçant. Compressit, n'arrêter. Compressit est le parfait de comprimo. Il est ici au singulier par accord du voisinage. Il s'accorde avec le sujet le plus proche, ici caelum au singulier. Mais en français, il faut traduire par un pluriel. Ni la réputation des dieux, ni la foudre, ni le ciel, n'arrêter. N'arrêter quoi ou qui? Eh bien le complément d'objet direct de compressit est le relatif de liaison quem. Ne l'arrêter, lui, quem. Cet homme, ce grec. L'antécédent du relatif quem est graius homo. À la place deum compressit, on prend le pronom eum, lui, à l'accusatif, on le met en début de phrase, et on transforme eum en quem. C'est le principe du relatif de liaison. Et ce genre de substitution est possible à tous les cas. Ça permet en latin de lier plus souplement les phrases entre elles. Donc quem est celui-ci, neque fama deum, ni la réputation des dieux, nec fulmina, ni les éclairs, nec militanti murmure compressit caelum, ni le ciel, au murmure menaçant, ne l'arrêtèrent. Sed eo magis sacrem inritat animi virtutem. Je vais de nouveau jusqu'à la virgule parce que la ponctuation nous aide un peu. Sed inritat. Alors le piège ici c'est de croire qu'inritat est un présent, ce qui est impossible à cause de la concordance des temps. Les deux verbes compressit et inritat sont reliés par la conjonction de coordination sed. Il n'est pas pensable que l'un soit au parfait et l'autre au présent. Donc le cerveau latin comprend inritavit, sed inritavit, mais exciter. Inritat est une sorte de parfait contract. En principe on évite les contractions ambiguës, mais Lucrèce est autorisé ici cette licence. Les sujets d'inritat sont les mêmes que ceux de compressit, à savoir fama, fulmina, caelum, ni la réputation, ni la foudre, ni le ciel. Inritat subit donc aussi l'accord de voisinage au singulier. Sed inritat eo magis, mais exciter d'autant plus. Acrem virtutem, l'éclatant courage. Animi, de son esprit, son éclatant courage intellectuel. Animus est très proche de mens, et renvoie à l'esprit. Dans la deuxième méditation métaphysique de Descartes, au paragraphe commençant par quid autem nunc, on a 4 mots pour désigner l'esprit, mens sive animus, sive intellectus, sive ratio, mais que 3 mots en français dans la traduction du Duc de Luynes. Un esprit, un entendement ou une raison. Comme cette traduction en français a été relue par Descartes, personne ne s'est avisé de retraduire ces méditations métaphysiques, mais enfin ça prouve le rapprochement de mens et animus. Quelque chose d'intellectuel ou de mental. Sed eo magis sacrem inritat animi virtutem, mais excitèrent d'autant plus la ferveur de sa bravoure, ec fringere ut artanatuae primus portarum claustra cupiret. J'ai donc lu tout le fragment jusqu'au point final en m'aidant de la ponctuation, et ici c'est assez difficile parce que tous les mots sont dans le désordre par rapport à l'ordre français. Comme plus haut il y a eo magis, le cerveau latin attend ut, d'autant plus que, et après ut il attend un verbe au passé. Ce verbe est à la fin de la phrase, c'est cupiret, subjonctif imparfait du verbe cupio, désirer.
et au magisou de Coupirette, d'autant plus qu'il désira. Le sujet de Coupirette est sous-entendu, c'est évidemment Graius Homo, cet homme, ce grec. Il désira quoi? Ekfringere, briser, primus, le premier. Primus est au nominatif en tant qu'apposé au sujet sous-entendu Graius Homo, cet homme, ce grec. Il désira briser le premier. Briser quoi? Claustra, les verrous, les liens, arta, étroit, portarum, des portes, naturae, de la nature. Ut cupiret ekfringere primus, qu'il désira briser le premier, claustra arta, les verrous étroits, portarum naturae, des portes de la nature. Ergo, donc, vivida vis animi, vis la puissance, la force, vivida énergique, animi de son esprit, sa puissance intellectuelle, pervicit, a vaincu complètement. Per est un préverbe d'insistance pour indiquer qu'une chose a été faite d'A jusqu'à Z, qu'on retrouve en français dans perdurer. Donc sa puissance intellectuelle a fini par triompher. Et extra processit longe flamantia moenia mundi, et processit, donc processit est le parfait de procedo, s'avancer, et il s'est avancé. Ici, il faut considérer qu'il y a eu changement de sujet, c'est-à-dire que le sujet de processit est Graius Homo, cet homme, ce grec, et non pas vivida vis animi, sa puissance intellectuelle. C'est lui-même qui s'est avancé, longué, loin, et ça nous sera confirmé par la suite à cause de l'expression mente animoque, par l'esprit et par la pensée. Et processit longue, littéralement, et il s'est avancé loin, extra moenia, à l'extérieur des murailles, flamantia, en flamme, mundi, du monde. C'est une image poétique. Et il s'est avancé loin à l'extérieur des murailles en flammes du monde, atque omne immensum peragravit mente animoque. Atque peragravit, et il a parcouru, on retrouve le préverbe per, il a parcouru complètement. Omne immensum, le tout immense. Omne est un pronom adjectif neutre, pris ici substantivement. Omne le tout. Omne immensum, le tout immense. Et il a parcouru le tout immense. Mente animoque, par l'esprit et par la pensée. On retrouve là les deux mots mens et animus, mis côte à côte, qui signifient à peu près la même chose, qui renvoient au mental, à l'esprit, à la raison, à l'intelligence. Unde refert nobis victor, d'où il nous rapporte victorieux. Victor est encore une fois apposé au sujet sous-entendu. On parle toujours de ce philosophe grec. Quid possitoriri, ce qui peut naître, ce qui a le pouvoir de faire naître quelque chose. Quid possitoriri est une interrogative indirecte, ce qui explique le subjonctif présent possit. Quid nequeat, ce qui ne peut pas, c'est-à-dire ce qui ne le peut pas. Quid nequeat sous-entendu oriri, ce qui ne peut pas naître. Quid possitoriri, ce qui peut naître. Quid nequeat, ce qui ne le peut pas. On entend par là les combinaisons d'atomes qui vont donner quelque chose, et d'autres combinaisons qui ne vont rien donner du tout. Et ce qui est vrai au niveau microscopique est également vrai à un niveau supérieur. Vous plantez une graine, vous aurez une fleur, vous plantez une pierre, vous n'aurez rien du tout. Finita potestas denique quique quam sit ratione. Il faut aller ici jusqu'au mot qui annonce la troisième interrogative indirecte. La première interrogative indirecte est annoncée par quid, la deuxième aussi, et la troisième par qua ratione, c'est-à-dire comment. L'adverbe denique signifie ici enfin, et annonce la fin d'une énumération. Et nous rapporte victorieux premièrement ce qui peut naître, deuxièmement ce qui ne le peut pas, denique enfin, quam sit ratione, littéralement, comment donc est. Nam sert ici quasiment d'enclitique pour insister, comment donc. Sit est, finita potestas, le pouvoir fini, quique, pour chaque chose. Quique est ici au datif neutre, pour uniquique, pour chaque chose. Sous-entendu éventuellement rei, uniquique rei, pour chaque chose. Mais le neutre se suffit à lui seul pour indiquer qu'on parle des choses ou d'une chose, d'où ici le datif neutre singulier quique. Il est fréquent en poésie et même en prose d'utiliser quisque pour unusquisque. Ces deux mots sont très proches du point de vue du sens. On en a un autre exemple un peu avant au vers 16. Sous la forme quamque pour unam quamque. Quo quamque inducere pergis. C'est le même passage de l'invocation à Vénus, au début du poème. Inde, à partir de là, ferae picudes, les bêtes sauvages. Fera signifie bête sauvage, mais ici il s'agit de l'adjectif ferus, au nominatif féminin pluriel. Ferae picudes, les bêtes sauvages, persultantes,
s'ébattent sur, piétinent, pabula laïta, les joyeux pâturages, et rapidos tranant amnis, et tranant, et traversent à la nage, rapidos amnis, les cours d'eau rapides. On retrouve là ce fameux accusatif pluriel en is, rapidos amnis, accusatif pluriel. Dans les livres scolaires, on trouve amnes, avec la terminaison es, pour éviter les ambiguïtés. Et il y a maintenant un passage au singulier, capta, au nominatif féminin singulier, par une sorte d'attraction de quamque dans la suite du vers. Capta, donc prise, sous-entendu una quaeque. Chacune, c'est-à-dire chacune d'elles, una quaeque et arum, chacune de ces bêtes sauvages. Una quaeque arum ferarum pecudum. Le latin sous-entend tous ces mots parce que le contexte est clair. Ita capta, ainsi, sous-entendu, chacune d'elles étant prise, les porées, par le charme, sous-entendu tout haut, par votre charme, les porées tout haut. Te sequitur, vous suis, vous, Vénus nourricière, almam venerem, cupide, avec ardeur, passionnément, quo, ou, pergis, vous continuez, inducere, à conduire, quamque, chacune, c'est-à-dire unam quamque et arum, chacune d'elles. C'est un autre exemple d'utilisation de quisque au lieu d'unus quisque, et ça fonctionne à tous les cas. Donc finita potestas denique quique quanam sit ratione, littéralement denique, enfin, quanam sit ratione, comment donc est, finita potestas, le pouvoir fini, quique, pour chaque chose. Et enfin, quel est le pouvoir fini de chaque chose? Atque alte terminus aerens, atque terminus est la fin. Terminus est un nominatif comme finita potestas, puisque ça signifie atque qua ratione sit terminus. Et comment est la fin? Aerens, attaché, alte, profondément. C'est-à-dire la fin du pouvoir fini de chaque chose. Puisque ce pouvoir est fini, il a une fin. Ici, une traduction trop littérale ou trop juxtalinéaire ne serait pas très bonne. Il est préférable de s'éloigner de l'original. D'où il nous rapporte victorieux, quid possitoriri, ce qui a le pouvoir de donner naissance à quelque chose, ce qui n'a pas ce pouvoir, et enfin la puissance délimitée de chaque chose, en fonction de règles inamovibles. Quare, c'est pourquoi, religio, la religion, pedibus subiecta, littéralement jeté sous nos pieds, biecta sous pedibus sous-entendu nostris, wikissim à son tour. C'est pourquoi la religion renversée à son tour, obteritur, est écrasée. C'est pourquoi la religion renversée à son tour est écrasée. Nos exaequat victoria caelo. Ici, il y a ce qu'on appelle une ascendette, c'est-à-dire une absence de liaison. Les deux phrases ne sont pas liées entre elles. Victoria, la victoire. Exaequat, met à égalité, littéralement. Nos, nous. Nos exaequat, nous met à égalité. Caelo, datif, au ciel. Nous met à égalité avec le ciel. Nos exaequat victoria caelo, et la victoire nous élève jusqu'au ciel. Je reprends tout le passage en traduction par groupe de mots. Humana ante oculos foede comunita iaceret. Alors qu'à l'évidence la vie humaine se traînait abjectement. Interis, sur terre. Oppressa gravis sub religione, écrasé sous le poids de la religion. Quae caput a caeli regionibus ostendebat, qui montrait sa tête à partir des régions du ciel. Horribilis super aspectu mortalibus instans, menaçant les mortels d'en haut de son aspect horrible. Primum, pour la première fois. Graius homo, un homme, un grec. Mortalis tolere contra est oculos ausus, osa lever contre elle ses yeux d'homme mortel. Primusque est le premier, obsistere contra, se dresser contre elle. Quem est celui-ci. Neque fama deum, ni la réputation des dieux. Nec fulmina, ni la foudre. Nec minitantim humore compressit caelum, ni le ciel au murmure menaçant de l'arrêter. Sed eo magis sacrem inritat animi virtutem. Mais excitèrent d'autant plus la vivacité de sa bravoure intellectuelle,
ec fringere utarta naturae primus portarum claustra cupiret, qu'il désira briser le premier les liens étroits des portes de la nature. Ergo, donc, vividavis animi pervicit, la force énergique de son esprit a fini par vaincre, et extra processit longe flammantia moenia mundi, et il s'est avancé loin à l'extérieur des murailles enflammées du monde. Atque omne immensum peragravit, et il a parcouru le tout immense, mente animoque, par l'esprit et par la pensée. Unde refert nobis victor, d'où il nous rapporte victorieux. Quid possitoriri, ce qui peut naître, quid nequeat, ce qui ne le peut pas. Finita potestas diniquequique quam sit ratione. Et enfin, quel est donc le pouvoir fini de chaque chose? Atque alte terminus aerens, et la fin qui y est profondément attachée. Quare religio, c'est pourquoi la religion. Pedibus subiecta, jeté à nos pieds. Vicissim obteritur, est écrasé à son tour. Nos exaequat victoria caelo, et la victoire nous élève jusqu'au ciel. Je fais confiance à votre génie littéraire pour améliorer cette traduction, qui n'est que juxtalinéaire pour ainsi dire, et qui a pour but de montrer le sens profond et la structure de la phrase latine.